Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profond pour votre rendez-vous du dimanche soir. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux la semaine dernière et aussi surtout pour vos retours très positifs, y compris à mon encontre, ce que je ne demande pas mais qui fait toujours plaisir. Ce qui est important, c'est de voir que ces entretiens vous intéressent et vous font fortement réagir. C'est ce qui nous motive à continuer ces différents formats et moi je suis très heureux maintenant depuis plus d'un an maintenant de faire ces rendez-vous hebdomadaires qui nous permettent d'approfondir de nombreux sujets. Et là, je suis très content. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois et à chaque fois, c'était sur des sujets qui étaient importants, qui peuvent même se relier à des sujets assez graves, voire même inquiétants. Mais ce sont des sujets absolument nécessaires parce que c'est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis et qui surtout recense avec de gros travaux absolument excellents. J'ai nommé Thibaut Kirlerzin. Bonsoir Thibaut et merci d'être là ce soir. Salut Raph, bonsoir, merci à tous. Alors, donc, pour le sujet de ce soir, c'est très simple. Chers spectateurs, tout d'abord, n'oubliez pas de mettre le pouce, de partager la vidéo. Et pour ceux qui découvrent ce format, abonnez-vous à la chaîne. Ça permet de continuer à exposer notre travail. Donc, on va parler d'un article qui a été publié il y a quelques mois. Parce que oui, dans la revue mensuelle de Géopolitique Profonde, là, c'était la revue d'octobre. Les articles ne sont pas du tout obsolètes. Ce sont des articles qui permettent d'avoir après toute une collection d'articles de fond grâce à nos auteurs qui nous font confiance comme Thibaut, qui a déjà pu écrire différents articles que vous avez pu observer. On en a déjà fait différents entretiens. Je vous laisse aller voir l'historique de la chaîne. Et là, ce soir, on va parler d'un sujet qui est très intéressant et particulièrement inquiétant. C'est tout simplement un institut, enfin une clinique d'abord, mais ensuite qui a réussi à mettre en place tout un institut, tout un monde, tout un écosystème qui a préparé tout simplement la guerre mondiale psychiatrique, si je peux me le permettre, Thibaut. Ouais, c'est ça en fait, c'est comment le développement de la santé mentale a été utilisé comme une opportunité de guerre psychologique. Pour un exemple récent, un exemple qui va parler à tout le monde, l'aboutissement actuel, on va dire, vous avez Marguerite Stern et Dora Muto qui se font menacer de monde parce qu'elles disent que un homme a un chromosome XY, deux chromosomes XY et qu'une femme a deux chromosomes XX. Voilà, la base. Et aujourd'hui, ça leur vaut des menaces de mort, des attaques et vous voyez un petit peu où on en est. Exactement, mais aussi, il faut, comme tout est connecté, on a déjà pu parler avec, d'autres invités de sujets comme, par exemple, l'importance, en fait, de l'ingénierie sociale avec le silenceurisme, mais aussi l'art de la propagande, d'Édouard Bernays, hein, qui a, tout un héritage qui est encore, très bien utilisé, malheureusement, aujourd'hui contre nous. Et il faut savoir que donc, les règles de la sociologie, de la psychologie, peuvent être mêlées à la psychiatrie et à la santé. Vous connaissez tous, à mon avis, l'importance de ce grand lobby que l'on nomme Big Pharma, mais il y a des règles qui ont été établies, il y a des théories, il y a des concepts qui ont pu être développés à travers les décennies, qui ont permis, dans des moments de l'histoire, d'aboutir à des projets extrêmement curieux, que ce soit, vous savez, on a eu la période sanitaire qui a été une grande expérience aussi psychologique, mais pas que. On va pouvoir en parler avec l'Institut Tavistock, qui est donc le sujet principal de la revue. D'ailleurs, Institut Tavistock, ce serait une erreur de dire ça. Tout commence avec la clinique Tavistock, mais Thibaut, donc pour commencer, Ouais. qu'est-ce que la clinique Tavistock? Oui, déjà, il y a beaucoup de choses autour de Tavistock parce qu'ensuite, vous avez des subdivisions. Déjà, dans les années 70, au début des années 70, il y avait déjà plusieurs subdivisions que je ne vais pas nommer ici. Je renvoie je vous montrerai ensuite les sources on va commencer peut-être par les sources que j'ai utilisées. Ensuite, je répondrai à la question, si tu veux bien, Raphaël. Aucun Donc, problème. je vous renvoie vers un livre qui s'appelle 50 Years of the Tavistock Clinic, qui est donc 50 ans, publié pour le jubilé par quelqu'un qui s'appelle Henry Dix, et qui est, on va dire, c'est un peu une biographie autorisée par une des figures de proue de la clinique Tavistock. Vous en apprenez pas mal. Vous avez aussi un chapitre sur l'Institut Tavistock. Alors même si c'est autorisé, vous en apprenez beaucoup sur le fonctionnement, interne de la clinique, comment elle est née, comment elle a évolué, et puis les difficultés qui ont été rencontrées. Ce qui fait qu'aussi je reviendrai pas mal pour ceux qui avaient suivi l'émission que j'avais donnée sur Méridien Zéro il y a 10 ans. Il y a 10 ans sur Tavistock, il y a des faits sur lesquels je reviendrai, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus précautionneux sur les travaux de John Coleman et de Daniel Estulin que je pouvais l'être à l'époque. Là, je suis directement allé aux sources primaires. J'ai vérifié pas mal de choses et il y a des choses que j'ai pu dire à l'époque qui étaient erronées.
où j'étais enthousiaste en lisant Coleman et Stulin, et où il y a des choses qui étaient sûrement vraies. Mais voilà, faut toujours aller aux sources primaires. Donc là, c'est une des sources de référence pour expliquer la chose. Vous voyez, par exemple, John Coleman ne parle à aucun moment de Hugh Crichton Miller. Hugh Crichton Miller, pourtant, c'est lui le fondateur de la clinique Tavistock. Et donc l'idée est née en 1919. Il fallait, avec une promesse de 300 livres, ce qui est pas 300 livres sterling, ce qui est un peu plus pour l'époque, mais qui est pas énorme non plus. Et elle est née effectivement en 1920. Elle avait vocation à traiter les adultes et les enfants. Et l'idée de Hugh Crichton Miller, qui est un psychiatre écossais, c'était de pouvoir fournir la même qualité de soins aux désargentés, qu'aux gens qui étaient plus fortunés, puisqu'à l'époque, c'était les gens qui étaient plus fortunés qui pouvaient se payer ces soins-là. Crichton Miller avait quand même une fibre très sociale. Il avait dit, bon, l'idée, c'est que ça dure 3 ans. Après, il faut que les hôpitaux prennent le relais sur notre activité, et puis qu'ensuite, la clinique ferme. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au départ, les thérapeutes intervenaient gratuitement à Tavistock. Ils devaient fournir, je crois, 6 heures de service minimum par semaine. Et pour vous dire, même les dépenses, les coûts de fonctionnement de la clinique, c'est Hugh Crichton Miller lui-même qui les payait de sa poche. Il a recruté assez rapidement comme directeur adjoint donc John Collins-Rees, qui est la figure centrale de la clinique, et qui est devenu ensuite son directeur médical de 1933 à 1947, après le départ de Crichton Miller. Mais en fait, au départ, c'était ce que disait Coleman. Il disait oui, c'est né sur les cendres de Wellington House, et en fait, c'était une opération des services de renseignement pour la manipulation de masse. Le problème, c'est qu'en lisant tant John Collins-Rees dans sa biographie ou en lisant Dix, et il n'y a objectivement pas de raison qu'il y ait un mensonge sur ce point-là. Il y a d'autres parties où il y a de la dissimulation, mais je reviendrai, mais pas là-dessus. Ce qui ressort le plus souvent, c'est que ce sont les problèmes d'argent. Ce sont les problèmes d'argent. Crichton Miller était un passionné. Il est passionné par son activité. C'était John Collins-Rees aussi, vraiment un passionné. Mais le souci de Crichton Miller, c'était pas de trouver de l'argent. C'est pour ça que John Collins-Rees aussi est vraiment monté en grade officieusement. C'est que lui s'est complètement défoncé pour obtenir des fonds. Il a fait beaucoup de congrès aux États-Unis sur la question de la santé mentale, de l'hygiène mentale, dans les années 20. Et ils avaient un peu le même problème qu'on a nous en France quand des gens font des découvertes mais que ça intéresse pas le pouvoir en place. En Angleterre, le pouvoir en place n'était pas spécialement intéressé. Ce sont les États-Unis qui se sont avant tout intéressés aux travaux de la clinique Tavistock. Et à la fin des années 20, ils avaient quand même pas mal de personnes qui étaient je crois que c'est à la fin des années 20, ils avaient 2000 personnes au total qui avaient assisté à leur conférence. Fin des années 20 ou fin des années 30, ce qui n'a pas grande importance en l'occurrence. Il y a même Maria Montessori qui assistait aux conférences de là-bas. Il y a Carl Gustav Jung, il y a Susan Isaacs, des gens vraiment des références, quoi. Mais l'Angleterre, pas trop. Voilà. Et donc, cette entreprise qui a commencé comme une entreprise philanthropique véritablement, eh bien, on va voir des changements progressifs, ne serait-ce que c'est vrai que sur la question du financement, une fois que on va avoir la personne donc, que tu as citée, je rappelle le nom, c'est John Rawlings-Rees qui va le succéder, eh bien, on va voir en fait un nouveau soutien financier qui va apparaître à l'intérieur de la structure. Et c'est une fameuse fondation, à mon avis, que tous nos spectateurs apprécient. Eh bien, c'est toujours la famille Rockefeller qui, Ouais. qui arrive à mettre son nez dedans. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est parce que donc évidemment donc il y a cet aspect de financement qui permet de voir quel écosystème va se créer petit à petit, mais c'est surtout que cette clinique va permettre certes d'aider énormément de personnes dans le besoin. Tu as parlé des désargentés, c'était donc des personnes qui étaient vraiment de classe inférieure et qui n'avaient pas accès à des soins. Mais après, ça va devenir un lieu où de grandes découvertes, ou en tout cas, c'est pas forcément des expérimentations, mais c'est que il va y avoir de grandes découvertes qui vont être faites sur le traitement, sur le plan psychologique et psychiatrique des patients. Ouais. Alors au départ, il n'y avait pas vraiment de théorie, il n'y avait pas de doctrine, c'était de l'opérationnel. C'était même médical avant d'être psychiatrique. Hugh Crichton Miller est psychiatre, mais il était médecin. John Collins-Rees, il était médecin et chirurgien. Et il s'est formé sur le tas, en fait, à tout ce qui concerne la santé mentale. En 1928, il avait créé un livre qui s'appelle, je vais peut-être le montrer là. Voilà.
Est-ce qu'il apparaît à l'écran, Half of the Mind? Hop là. Ouais, vous pouvez le trouver sur archive.org. Est-ce il est visible à l'écran? Oui, tout à fait, ouais. Voilà, C'est la vous pouvez santé de Health of the Mind, la ouais, santé la de santé de l'esprit. l'esprit, donc c'est la 2e édition et c'est intéressant, il dit qu'il s'intéresse, alors c'est en 1928, hein, donc c'est pas d'hier, mais on voit que c'est quelqu'un qui il dresse une espèce d'état des lieux des connaissances sur la santé mentale. Il s'intéresse, aux liens entre le corps et l'esprit, le fonctionnement du système nerveux. Il y a des choses qui sont vraiment, très poussées déjà, hein, très, très poussées à l'époque. Ça vous donnera une petite idée un petit peu de ce que, des connaissances qu'il pouvait avoir. Voilà. Je vais peut-être, présenter les autres bouquins avant de continuer, Raphaël, puisque je voulais présenter les sources au départ, puis on est parti sur autre chose. Il y a Allons-y. celui-là, donc qui est, là je pèse mes mots, un des ouvrages, je pense, les plus importants du XXe siècle, The Shaping of Psychiatry by War. C'est-à-dire comment la guerre a modelé la psychiatrie, et ça va être le point central, c'est le point central de mon article. Et je dirais que ça a, toute proportion gardée, la même importance qu'ont pu avoir les conférences Messi sur la cybernétique, entre 46 et 53. On reparlera des conférences Messi puisque, j'en traite aussi, et c'est un point, incontournable, je pense. Et l'autre, livre de John Rawlings Rees que j'ai utilisé, c'est celui-là, donc Reflections, et on verra qu'il y a des préfaciers qui sont très intéressants aussi. Vous allez voir comment se dessine, cet écosystème et comment, en fin de compte, il suffit d'assez peu de personnes, mais qui soient, influentes, bien placées ou soutenues aussi par des personnes influentes pour, qu'ensuite il y a un agenda qui puisse se mettre en place. C'est pas un agenda caché, c'est un agenda, c'est assez officiel, et c'est même pas, je parle pas d'agenda même en termes malsains, mais comment, en fin de compte, la puissance de conviction de certaines personnes arrive ensuite à s'imposer. Vous avez Reflections, et pour répondre, sinon, à Raph qui a déjà vendu la mèche, il y a en effet la fondation Rockefeller qui est présente, déjà dans les financements, de la Tavistock. Ici, vous pouvez le voir. Avant de continuer sur, la fondation Rockefeller, je vais, aussi parler d'un autre article que j'ai utilisé. Je ne sais plus où il est. C'était l'article, de The Campaigner. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai pas là? C'est ici. C'est, un article des publications Larouche, qui date de 1974. Donc il y a eu 2 articles. Il y en a eu dans la revue, du mois de mai aussi. Et ça, c'est une des sources aussi sur lesquelles je serais plus précautionneux que ce que j'ai pu être à l'époque. Sachant que le livre d'Estulin dont j'avais, parlé aussi, sur Méridien Zéro, prend beaucoup des publications, Larouche. Il met des guillemets, puis il y en a pour, je sais pas combien de pages de citations. Et le problème de Larouche, c'est qu'il y a il y a des informations que je n'ai pas pu recouper du tout. Et j'avais échangé avec quelqu'un il y a quelques années quand je travaillais à la Fondation Prometheus, et je lui disais: j'ai un problème avec les publications Larouche, je bosse sur Tavistock, et puis il y a des choses que je peux pas vérifier. Lui, il travaillait sur un autre sujet, et pareil, il avait vu des infos sur les publications Larouche, il leur avait écrit pour demander des informations sur des choses qu'il n'arrivait pas à vérifier, puis il avait jamais eu de réponse. Voilà. Alors voilà, vous avez John Rawlings Rees, et ici vous avez une autre personnalité dont on parlera un petit peu, qui est également centrale dans notre modernité et la guerre moderne, c'est Frank Kitson. Voilà. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran, ou je vais nous remettre là pour le moment. Voilà. J'ai perdu le fil de ta question, Raphaël. Eh bien, tout simplement, c'est de pouvoir, donc là, on a parlé de la clinique, de la genèse, de la naissance de cette clinique qui était d'abord un véritable projet de soins humanitaires pour les personnes qui n'avaient pas accès à des soins adaptés, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Et ensuite, lorsque on a ce personnage, donc Rees, parce qu'après on va même parler de psychologie reesienne, qui a succédé, eh bien on va assister à la fois à une modification finalement de cette clinique, mais surtout en fait à une croissance, à de nombreux travaux qui vont être développés, et ce personnage aussi va commencer à créer de plus en plus de contacts, de réseaux, et même parmi les livres là que tu as pu citer, c'est aussi des passages que l'on a dans l'article, on découvre un peu une sorte de vision du monde de Rees, qui considère comme absolument déterminant le fait d'utiliser la psychiatrie dans le monde et même au sein des populations. Oui, il le dit en fait explicitement, donc je vais faire pas mal de citations, mais je vais même renvoyer directement à un autre onglet.
Ceux qui suivent Davocratie avaient peut-être vu. Donc c'est cet article que j'avais traduit il y a 10 ans et qui vient de John Green-Gries lui-même. Donc vous avez la traduction en français sur Davocratie. Et je vais vous donner la source initiale. Voilà, c'est un facsimilé qui date donc d'octobre On va partager 1940. l'onglet du facsimilé, Thibaut. Tu as l'onglet? Non? Parce que là, tu es encore sur le site d'Avocratie, ce qui me D'accord, permet de bah, dire avant de te rendre la parole. ouais, il s'était ouvert dans dans un autre onglet, j'avais pas vu. Et je Je dis pense que juste c'est avant de te directement. rendre la parole, Thibaut, c'est que Ouais. si vous ne connaissez pas ce site, chers spectateurs, qui est le site de Davocratie, il faut absolument le consulter, le mettre en favori, regarder à la fois les articles qui y sont publiés, mais aussi en fait les cartes que vous pouvez voir, les schémas que vous avez, les hexagrammes. Non, si je crois que ça s'appelle des hexagrammes, Alors Thibaut. ça s'appelle Panagramme, mais Les Grégor a panagrammes. changé le nom, il appelait ça le Overstood maintenant, mais c'est le même Voilà. système qui reste, ce sont les cartographies dynamiques de Gregor van der Ecken. Voilà. Et j'en profite pour saluer l'excellent travail sur ce point-là de Gregor van der Ecken. Il faut saluer tous les bons travaux qui sont réalisés, qui servent notre cause. Donc alors, ce facsimilé, Thibaut, que peux-tu nous en dire? Bah, en fait, ce sont les propos qu'on peut citer. C'est-à-dire que j'avais mis en exergue de l'article un point qui me semblait saillant. Je vous cite John Green-Gries, il disait: si nous voulons infiltrer les autres activités sociales et professionnelles, je pense que nous devons imiter les régimes totalitaires et mettre en place une activité de type cinquième colonne. Soyons tous désormais et très secrètement la cinquième colonne. Voilà, on peut dire un petit peu, ça donne un petit peu une idée de comment était John Green-Gries, sachant que quand vous lisez le livre de Henry Dix, il va vous le présenter comme une espèce d'humaniste, quelqu'un au grand cœur, quelqu'un qui a à cœur d'aider tout le monde. Mais quand les langues se délient un petit peu ou que c'est pas dans un livre vendu au grand public, voilà un petit peu les propos que vous pouvez trouver. Voilà. Mmh. Et sachant que bon, quand Christian Miller est parti, Rees était déjà considéré un peu comme le chef de la clinique, puisque c'est lui qui était tout le temps vu, c'est lui qui se bougeait, c'est lui qui allait qui cherchait des subventions, c'est lui qui allait voir des mécènes, c'est lui qui se rendait aux États-Unis. Voilà, il s'est même tellement investi qu'il avait réussi à recruter à l'époque le secrétaire privé du futur roi George VI pour Tavistock. Donc, et c'est grâce à lui aussi que Tavistock a survécu financièrement, puisque, alors ce que rapportait, je sais plus si c'était Rees ou Dix qui le rapportait, mais entre 1920 et 1939, il y a que 2 ans, il y a que 2 années où la clinique a été excédentaire et qu'elle n'a pas été dans le rouge. Mais à tout moment, en fait, elle a failli se casser la figure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Le gros moment en fait où il y a eu le gain, c'est ensuite avec la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale où John Green-Gries a pu avoir une bonne place. Il était consultant psychiatre pour l'armée britannique et il a fait venir pas mal de gars de la Tavistock pour travailler avec lui. Et là, ils ont pu avoir en fait d'espèces de la matière humaine à volonté pour travailler dessus. Et puis faire des nouveaux tests de psychanalyse, de psychodynamique plutôt, c'est-à-dire c'est pas que de la psychanalyse, c'est de la psychanalyse, mais avec des nouvelles méthodes, des champs plus larges comme le comportementalisme ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est assez. Pour même être très direct, Thibaut, je pense que ce que l'on peut dire, c'est que après la Première Guerre mondiale, il y a de nombreuses personnes qui sont passées à travers cette clinique, des personnes atteintes de ce qu'on appelle des shell shock, qui ont Ouais, permis ouais. de développer vraiment les shell shock. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce sont les réactions Ouais. En France, en France, on appelle ça obusite. C'est avec les chocs d'obus. Ça peut. Mais attends, tu sais quoi? Je vais voir si j'ai. Il n'y a pas une vidéo sur YouTube où je peux trouver l'obusite. Tac, tac, tac. C'est-à-dire, le temps que Thibaut cherche cette vidéo-là, parce que c'est quelque chose d'important à noter, c'est qu'il y avait de nombreux blessés, hein, vous le savez, même là aujourd'hui, le conflit russo-ukrainien, enfin entre l'OTAN et la Russie, certes il y a des morts, mais il y a encore plus de blessés. Parmi les blessés, eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait ces personnes blessées par les obus, et donc il fallait les prendre en main, et lorsque ces personnes se sont Pardon. retrouvées Il y a le son. accompagnées, hop là, Blessé. Est-ce qu'on voit? tout à fait. Voilà, c'est un peu l'état dans lequel certains étaient. Il n'y a pas que ça. Là, c'est un exemple. Et les personnes, en fait, étaient tellement atteintes au niveau psychologique qu'ils étaient. Voilà.
Moi, j'aime pas voir ces images, je vais arrêter. C'est vrai que ce sont des images qui peuvent être assez dérangeantes, mais il faut se dire qu'il y avait donc énormément de personnes qui étaient atteintes de shell shock et la clinique s'est occupée de ces personnes-là et par ce biais-là, ils ont pu développer vraiment de nombreuses, informations, de nombreux, traitements sur la psychiatrie militaire et cette psychiatrie militaire est important à noter parce que, encore une fois, on a parlé donc de Riz qui a pris une place importante ainsi que Henri Dix lors de la Seconde Guerre mondiale et juste après la Seconde Guerre mondiale et je pense que là, on peut citer une anecdote, Thibaut, c'est parmi les protocoles qui ont pu être développés par cette clinique, eh bien, on se rend compte que ces personnages-là étaient centraux pour la sélection des dirigeants allemands non nazis Ouais, après la c'est Seconde Guerre mondiale. Et ce ça, qui s'est passé ensuite. Ouais. Et Dix a eu un rôle central avec les services de renseignement. Je vais peut-être en reparler après parce que j'aimerais juste mentionner une longue citation de Dix, qu'on se fasse un peu une idée de l'influence qu'a eu Tavistock. Ensuite, je précise, il y a des choses, même de mon côté, en cherchant un petit peu les publications qu'ils ont aujourd'hui, la clinique Tavistock, il y a pas tout acheté. Il y a encore une fois les versions officieuses ou les utilisations pour la mauvaise ingénierie sociale, mais il y a des utilisations qui me semblent parfaitement pertinentes de chercheurs, de travaux qui sont faits au sein de la clinique. Et même à l'époque, ils ont réussi à soigner des gens. Leurs premiers patients, c'était des gamins. Ils ont réussi à soigner des gamins, aider des gamins. Et ensuite, ils ont reconnu qu'ils avaient des mauvais résultats avec certaines méthodes. Et je sais plus si c'est John Bowlby qui est arrivé, qui était connu sur l'éducation, qui a bossé avec eux, ou si c'est l'arrivée de Hargreaves ou encore une autre personne. Mais ils ont un spécialiste qui a vraiment aidé à faire, par exemple, baisser le taux de récidive dans la délinquance, parce que Dix reconnaît que ils échouaient. Donc ils ont essayé d'apporter d'autres choses. Ensuite, c'était la grande époque, ils ont commencé à utiliser les barbituriques dans les années 30. Donc les barbituriques, je rappelle, c'est pour la sédation, ça peut aller sur la sédation douce jusqu'à l'anesthésie générale. Ils n'étaient pas contre l'utilisation de la chimie. Il y a plein de trucs qui ont été faits. Il y avait aussi ce qu'on appelle l'essai-erreur. On regarde ça avec nos yeux un siècle plus tard. Mais à l'époque, il y a vraiment ce qu'on appelle en science l'essai-erreur. On teste et puis si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, on va tester autre chose. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.